les écoles d'architecture ne vont pas bien. En 2023, des aides d'urgence ont été débloquées, mais beaucoup de travail reste à faire pour ancrer ces écoles dans l'avenir. On en parle avec nos invités. Alors Yasmine, vous êtes étudiante à l'ENSA Paris-La Villette. Bonjour. Bonjour. Olivier Selnik, vous êtes élu au Conseil national de l'Ordre des architectes. Bonjour. Et Jean-Christophe Quinton, vous êtes directeur de l'école d'architecture de Versailles. Bonjour. Bonjour. Alors on va commencer par Emma Ferrand, journaliste au Figaro étudiant. Alors Emma, où peut-on faire ses études d'architecture ? Eh bien, il existe aujourd'hui 22 écoles d'architecture qui sont reconnues par l'État et par l'Ordre des architectes. Plusieurs sigles englobent ces écoles d'architecture. Il y a d'abord les ENSA, qui sont les écoles nationales supérieures d'architecture. Il y en a 20 à travers la France et il y en a 6 à Paris. Elles forment plus de 90% des architectes. Et pour espérer intégrer une ENSA, eh bien, il faut passer évidemment par Parcoursup. Les écoles étudient les dossiers académiques des candidats et puis ensuite elles proposent de passer un entretien. En général, ce sont plutôt des élèves de filière de bac général qui sont recrutés, mais on retrouve aussi des bacs STI 2D de la filière technologique du développement durable et ST2A, dédiés au design et aux arts appliqués. Et puis il y a aussi certains bacs pro qui peuvent être recrutés aussi, en particulier ceux du domaine du bâtiment. Et puis il existe aussi une école privée, l'ESA, l'école spéciale d'architecture, qui se situe aussi à Paris. Et puis enfin, il y a l'INSA de Strasbourg, l'Institut national des sciences appliquées, qui est quant à lui une école d'ingénieurs. J'ai bien dit une école d'ingénieurs parce que ce secteur est aussi très très lié à celui de l'architecture, mais ça on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans l'émission. Et puis il faut aussi noter que ce sont des écoles qui sont très sélectives. Combien de temps durent les études d'architecture ? Alors, pour devenir architecte, il faut suivre des études pendant au moins 5 ans, durant lesquelles les étudiants valident donc deux cycles. Donc, pendant 3 ans, les étudiants préparent un DEEA, un diplôme d'études en architecture. Et puis, une fois diplômés, donc, ils peuvent tout à fait choisir d'arrêter là et de débuter une carrière, par exemple, de dessinateur projeteur. Ou sinon, ils peuvent donc poursuivre leurs études pendant 2 ans et donc valider leur grade de master. Et enfin, pour ceux qui souhaitent s'installer à leur compte par la suite, ils peuvent suivre une année supplémentaire et obtenir l'habilitation à la maîtrise d'œuvre. Jean-Christophe Quinton, vous êtes directeur de l'École nationale d'architecture de Versailles. Ça va ? Emma n'a pas dit bêtises ? Ah, écoutez, je confirme. C'est parfaitement synthétisé. On a vu les étudiants manifester l'an dernier pour se plaindre des mauvaises conditions d'études. Les études d'architecture vont mal aujourd'hui ? Alors, je vous remercie de vous poser cette question peut-être aussi frontalement, parce que ça me permet de vous répondre aussi frontalement. Je crois qu'il faut faire très attention au portrait qu'on fait des écoles d'architecture aujourd'hui, au vu des derniers mois qui sont passés. Oui, comme toutes les institutions humaines, une école d'architecture a des difficultés plus ou moins grandes à certains moments de sa vie, à certains moments de son épanouissement. Mais il faut quand même rappeler un premier point qui précède, je veux dire, un certain nombre de difficultés sur lesquelles je reviendrai, c'est que le pacte de société qu'il y a entre l'école d'architecture et notre pays est un pacte très fort, un pacte remarquable. Et je voudrais vous dire, et on l'oublie souvent, c'est qu'il y a quelques années, quand on a créé les écoles d'architecture en France, on sortait d'une période redoutable. Donc on est à la fin des années 70, et on s'est rendu compte qu'en voulant bien faire, en voulant donner de la technique, en voulant construire des villes immenses pour tout le monde, en apportant le chauffage central, en apportant la voiture au pied de chaque immeuble, on a construit des monstres urbains. Et quand on s'est rendu compte qu'on était uniquement dans l'opérationnel, uniquement dans le technique, et qu'on s'est éloigné de grands enjeux culturels et sociétaux, on s'est rendu compte que là, nous manquait la présence de l'architecte pour penser le cadre de vie. Et donc quand on s'est rendu compte qu'il y avait un trou d'air, on a imaginé ces écoles d'architecture et on les a réparties sur tout le territoire pour que partout dans le territoire, il y ait un pacte naissant qui s'installe et qui dise on a besoin de compétences qui sont celles de penser non pas uniquement techniquement les choses, mais de les penser globalement, culturellement, pour faire que les terrains d'avenir, les paysages d'avenir que nous allons partager, que nous allons habiter, soient pensés par des gens qui sont sensibilisés à de multiples sujets
simultanément. C'est la naissance des écoles, et c'est le pacte qu'aujourd'hui encore elles réalisent. Et en ce sens, non seulement les écoles sont des lieux très importants, mais ce sont des pépites pour affronter les questions d'avenir, parce que c'est là où on va dire à quoi va ressembler le monde de demain. Et c'est là où on apprend à le concevoir. Yasmine, vous êtes étudiante donc à la Villette, c'est ça? C'est ça. Racontez-nous un peu votre parcours. Est-ce que vous avez passé un bac général ou vous êtes inscrite sur Parcoursup? Comment ça s'est passé? J'ai obtenu mon bac général en 2018 et suite à ça, j'ai pris un an de césure et j'ai rejoint l'école de Paris-La Villette après une étude de dossier et une inscription sur Parcoursup en 2019. Après ça, j'ai suivi un parcours classique, donc 5 années, 3 ans pour obtenir mon grade de licence. J'ai fait 1 an à l'étranger au Royaume-Uni et je suis revenue à la Villette cette année-là pour finir ma scolarité, ma 5e année. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné durant vos études? Je pense que principalement, quand on voit les études d'architecture, quand on est lycéenne, au début, on voit ça comme vraiment quelque chose qui nous permettra de créer seulement, de vraiment le côté positif. Et quand on rejoint l'école d'architecture, il y a ce côté-là créatif et vraiment très, très libre. Et il y a aussi un encadrement qui est très présent, qui nous demande vraiment beaucoup d'investissement en termes de temps et de moyens également, qu'on ne voit pas forcément et qui surprennent lorsqu'on rejoint l'école d'architecture en première année, en sortie de lycée. Est-ce que vous avez vécu les fameuses charrettes? Oui, bien sûr. Forcément, c'est intense en première année, plus intense en deuxième année. Et à partir de la 3e année, on apprend un peu à maîtriser plus son temps, mais n'empêche, le travail demandé reste très intense. Très intense, voilà. Olivier Selnick, vous voyez, vous êtes de l'Ordre national des architectes. Qu'est-ce que vous pensez de la formation d'architecture aujourd'hui? Est-ce que les jeunes qui sortent des écoles d'architecture sont bien formés aujourd'hui? Oui, ils sont bien formés. Je pense qu'ils sont formés de façon plus complète qu'à notre époque, il y a quelques dizaines d'années, sur différents domaines, que ce soit les aspects environnementaux, sur les aspects sociaux que tu évoquais, Jean-Christophe. Il y avait la semaine dernière une journée de conférence dans une école d'architecture parisienne sur l'intelligence artificielle, mais on se reposait la question de savoir ce qu'est un architecte, avec les enseignants de l'école, qui disaient « nous formons des humanistes ». Et je trouve ça assez bien comme définition. On est des acteurs du quotidien, les pieds dans la pratique et la tête dans les problèmes et les questions de société auxquelles nous essayons d'apporter des réponses concrètes sur des domaines très variés. Donc c'est très diversifié aussi, peut-être plus qu'à notre époque. Plus qu'à votre époque. Emma, pour devenir architecte, de plus en plus d'étudiants se tournent vers des écoles d'ingénieurs pour avoir un double diplôme. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, je vous le disais tout à l'heure, il y a déjà la possibilité de passer par l'INSA de Strasbourg, qui est reconnue par l'État, mais aussi par l'Ordre des architectes. Mais effectivement, il y a de nombreuses écoles d'ingénieurs qui proposent par ailleurs des doubles diplômes avec des écoles d'architecture. Et c'est le cas par exemple du CNAM, de l'ENPC, de l'ESTP, de l'EIVP, ou encore des INSA de Rennes, de Lyon ou de Toulouse par exemple. Les différents doubles cursus que je cite, vous pouvez tous les retrouver sur le site du ministère de la Culture. Ils sont tous listés et vraiment il en existe partout en France. Et donc en fonction des cursus, les études peuvent durer 5 ans, 6 ans ou 7 ans. Oui, ce n'est pas le double d'études par rapport à une école d'architecture. On ne fait pas 5 ans et 5 ans. C'est à peu près la même chose. Ça fait beaucoup d'études sinon. Est-ce que ce sont des formations plus sélectives et plus difficiles qu'une école d'architecture classique? Elles sont très sélectives, oui. Sur Parcoursup, on peut voir les différents taux d'accès de ces formations. En règle générale, le nombre de places oscille entre 10 et 35. Donc les taux d'accès, ils varient entre 7 et 25% pour la majorité de ces doubles cursus. Mais les profils sont beaucoup plus scientifiques, j'imagine. Oui, tout à fait. Les résultats scolaires sont passés au peigne fin, effectivement, et on dénote déjà, d'une part, qu'environ 100% des candidats sont issus de filières de bacs généraux, et donc, évidemment, il faut avoir un socle scientifique assez solide, et donc, on constate effectivement que les élèves qui ont suivi des spécialités en mathématiques ou en physique-chimie ont un véritable atout. Et puis, c'est pas tout aussi, hein. Outre les résultats scolaires, il y a aussi les lettres de motivation qui sont très importantes dans les candidatures et donc les établissements effectivement recommandent de bien soigner justement son projet de formation. Jean-Christophe Quinton, dans le rapport d'Alexandre Holroyd sur les écoles d'architecture, ce député suggère de développer l'alternance, développer les liens avec les entreprises. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, si je peux me permettre de le dire aussi directement, c'est enfoncer une porte ouverte.
parce que c'est ce que font les écoles. L'alternance, pas tellement. Si, l'alternance est mise en place dans les écoles françaises. Mais très peu d'élèves architectes. On vous avait proposé l'alternance, Yasmine? C'est récent, mais ça se développe dans plusieurs écoles. C'est très récent, d'accord. Oui. Non, comment il ne faut pas du tout imaginer une école d'architecture dans une sorte de silo étanche avec des imperméable universitaires à toutes les... et coupé du monde. C'est exactement l'inverse. Une école d'architecture est profondément ancrée dans son territoire, plus que jamais d'ailleurs. Donc là, aujourd'hui, on peut devenir à l'école d'architecture de Versailles architecte en suivant une formation à mi-temps dans un cabinet d'architecte. Ça se fait. Vous êtes partant? Ça se fait. Oui. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'enseigne à l'école d'architecture Paris-Val-de-Seine, qui est une de celles comme Versailles, qui propose le master en apprentissage depuis désormais 3 ans. Nous avons eu l'été dernier des premières générations d'architectes diplômés d'État, après un parcours en apprentissage, la moitié du temps en agence. Je voudrais revenir sur un propos qui a été tenu, et je pense qu'il faut le nuancer un peu. Je pense que vous me suivrez par votre expérience même. C'est qu'il faut faire attention. Je pense qu'il faut tordre le cou à une idée qui s'est installée de génération en génération sur le fait que accéder à une école d'architecture devrait être précédé d'une capacité à la mathématique et au physique et avoir été excellent dans ces matières-là. Bien, je ne crois pas, et c'est quelque chose sur lequel beaucoup d'écoles reviennent. Pas toutes. Donc, comme vous le savez, les écoles d'architecture, vous les avez énumérées en chiffres, elles ont chacun leur spécificité, et en particulier pour la sélection des étudiants qui rentrent. Et ça a fait apparaître aujourd'hui des colorations dans les sélections des écoles. Et donc, par exemple, Versailles fait attention à une chose, de mettre tous les curseurs de Parcoursup à 0, on regarde tous les dossiers, et on ne fait pas rentrer forcément les très grandes mentions en maths et en physique. On cherche des gens qui ont un rapport au monde par le projet. Ça veut dire on cherche des gens qui regardent le monde, peuvent s'indigner du monde, trouvent que le monde ne fonctionne pas assez bien et ont envie de le transformer, ont envie de le réparer. Et le vrai critère de sélection pour moi, pour rentrer dans une école d'architecture, il se joue là. C'est est-ce que vous venez vers nous avec de l'élan pour transformer le monde qui est devant vous? Il n'y a pas de concours pour rentrer en école d'architecture aujourd'hui? Il n'y a pas un concours officiel avec le mot concours. La situation dans laquelle on est, et pour laquelle on est très nombreux à se battre, c'est de dire on ne forme pas assez d'architectes en France. Pour résumer, 20 écoles, on va avoir à peu près, il y a 20 000 places dans les écoles, je fais à la hache, 20 000 places. On va avoir, nous Versailles, on a 3 000 demandes pour 140 places. Donc si vous regardez aussi frontalement les choses, c'est très très sélectif. Mais en même temps, ce n'est pas une sélection forcément comme on l'entend. C'est une sélection sur les notes en terminale ou en première, comme dans d'autres établissements? Assez peu, c'est-à-dire que le pourcentage est assez faible à la fin. Est-ce que vous demandez un book, par exemple, des dessins? On n'a pas le droit de demander de book aujourd'hui, et on regrette ça, parce qu'il y a eu une sorte de formalisation au niveau de toutes les écoles. Parce que ça se passe dans les écoles d'art du ministère de la Culture, en fait. Oui, c'est vrai. Il y a des concours même, il y a des épreuves écrites, des épreuves de dessin. Vous ouvrez une boîte de Pandore qui est complexe, c'est de savoir comment, lorsqu'on a, à peu près toutes les écoles sont dans la même situation, on a 3000 demandes, comment, sur quels critères, effectivement, on réduit la jauge à 150 pour certaines écoles, moins à 100 pour Donc d'autres. comment vous sélectionnez les élèves? Est-ce que vous avez un algorithme, par exemple? Non, alors, chaque école est maître de sa sélection. Donc certaines écoles utilisent un algorithme, c'est-à-dire paramètres pour classer, pour classer, etc. À Versailles, puisque là je peux en parler très librement et très précisément, on a complètement refusé ça, ce qui fait qu'on reçoit 3000 demandes. Les 3000 demandes sont regardées humainement par une sensibilité des enseignants qui regardent l'aide de motivation, qui regardent les notes, et à partir de ça, on fait un premier classement et on en prend 800 à l'oral. Ce qui est important. Et là, c'est en tête-à-tête, et c'est là où, au moment de ce tête-à-tête, on fait très précisément ce que je viens de vous dire. Ce qui nous intéresse le plus, c'est de voir les jeunes gens qui sont devant nous, ont-ils de l'élan pour essayer, pour aller avec cette volonté de transformer le monde. Et ça, c'est le plus beau critère, et c'est le meilleur critère pour devenir architecte. Parce que vous pouvez être très très bon dans certaines disciplines, et puis finalement être mauvais dans une relation humaine, ou pas à l'aise dans la transversalité. Or, les études d'architecture, ce sont des études de transversalité. Yasmine, de faire une œuvre. Oui. Yasmine, vous avez passé des oraux, vous avez passé un concours. Comment se sont passées les admissions? J'ai été sélectionnée suite à une étude de dossier sur Parcoursup et convoquée par la suite à un oral que j'ai fait à la Villette et dans d'autres écoles également sur Paris
en tête-à-tête avec 2 professeurs à chaque fois. Et on a pu parler un petit peu de mes motivations et ça dépendait des écoles. Il y avait des fois des analyses d'images qu'il fallait faire avec les professeurs qui étaient en face de nous et des fois simplement une discussion sur nos motivations et sur ce qu'on voulait faire par la suite. Comment vous voyez l'avenir? Quels sont vos projets aujourd'hui? Je pense qu'en tant qu'étudiant d'architecture, on est un petit peu confronté à plusieurs opportunités lorsqu'on sort d'école, lorsqu'on est dans les études également d'architecture et quand on arrive vers la fin. Et quelquefois c'est flou, quelquefois c'est plus ouvert selon ce qu'on veut et selon ce qu'on veut faire. Je pense que la principale chose, c'est d'être conscient qu'on est acteur et qu'on peut être responsable de changements dans l'endroit où on travaille et selon ce qu'on fait. Et je pense que personnellement, on va être vraiment acteur selon notre temps actuellement. Mais vous voyez comment? Est-ce que vous avez envie de passer le HMO, hein, c'est ça, l'habilitation de maîtrise d'œuvre, hein, cette année supplémentaire qui a été demandée, la réforme date de 2007. Est-ce que vous comptez ouvrir votre cabinet d'architecture, travailler en tant que salarié? Comment vous voyez? Je pense que c'est complexe parce qu'actuellement, je veux avoir de l'expérience, mais sur le long terme, bien évidemment, je veux passer ma HMO et par la suite. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas du tout, qui veulent travailler pour des personnes ou qui vraiment veulent faire du chantier, par exemple, qui n'ont pas besoin d'HMO, ou même être dans la recherche par la suite, faire de la décoration intérieure, et ça ne les intéresse pas du tout, la HMO. Moi, personnellement, c'est ce que je vais faire sur le long terme. Oui, parce qu'il faut le rappeler, hein, cette HMO, il faudrait penser à changer de nom, hein, parce que déjà... Tout le monde s'interroge, mais il est là. HMO, là, c'est pas possible. Hein. Oui. Donc, c'est l'habilitation à la maîtrise d'œuvre. L'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Voilà, c'est ça. Et cette année avait été ajoutée, donc la réforme date de 2007, hein, aux années d'architecture. Et qu'est-ce que ça change aujourd'hui en termes de débouchés? Mais il y a déjà une chose importante, cet HMO est indispensable pour pouvoir s'inscrire à l'ordre des architectes, et s'inscrire à l'ordre des architectes est indispensable pour pouvoir porter le titre. Donc qu'on monte sa propre structure, comme vous l'envisagez ou pas, ou qu'on reste salarié, ou qu'on ait d'autres activités. On ne peut pas se dire architecte si on n'a pas... Nul ne peut se dire architecte s'il n'est pas inscrit à l'ordre des architectes. Nous sommes environ 30 000 dans ce cas aujourd'hui, quelles que soient les modalités et les formes d'exercice ensuite. Ça, c'est un des points saillants de cette réforme. Ces écoles sont sous tutelle du ministère de la Culture, donc on a une nouvelle ministre de la Culture depuis peu. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée si ces écoles faisaient partie de l'université, comme certains le réclament? Alors, là, vous posez la question, vous posez 2 questions en une. Il y a d'un côté, est-ce que les écoles doivent devenir universitaires, et de l'autre, est-ce que le ministère de la Culture est la bonne tutelle? Oui. Alors, sur la question de la tutelle, je pense qu'on a énormément de chance, contrairement à ce qu'on a pu beaucoup entendre, on a beaucoup de chance d'être sous la tutelle du ministère de la Culture. Pourquoi? Parce que le ministère de la Culture reste un ministère de petite échelle dans lequel on a une vraie place et dans lesquelles on est audible. Ce qui s'est passé l'année dernière avec les écoles d'archi en crise et manifestant une vraie crise, je veux dire, cette crise a été entendue. Je veux dire, des fonds ont été débloqués. La ministre... 3 millions d'euros. Oui, mais c'est immédiatement débloqué, immédiatement investi pour les étudiants. 100% pour les étudiants. C'est pas une petite somme, hein, on n'est pas si nombreux que ça. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que donc, au sein de ce ministère, vu l'échelle du ministère et vu la nature du ministère, hein, où ces questions culturelles, profondément culturelles, se jouent, je pense qu'on est très bien. Vous êtes à votre place, finalement. Certains... vous seriez moins bien traité, finalement, dans un gros ministère comme l'enseignement supérieur. Imaginez que l'architecture débarque à la transition, par exemple. Mais c'est un mastodonte. Je veux dire, on n'est plus rien là-dedans. Et donc, pour se faire entendre sur des sujets qui sont très très importants, je pense que ça serait très risqué. Beaucoup d'étudiants français vont étudier à l'étranger, en Suisse, à l'EPFL en particulier, mais aussi en Belgique. Est-ce que vous pensez qu'ils cherchent autre chose, une formation de meilleure qualité, de meilleurs débouchés ? C'est peut-être une formation différente, où on évoquait la difficulté, vu le nombre, de trouver une place dans des écoles d'architecture françaises. J'en vois certains qui, par défaut, vont chercher dans d'autres pays une façon de s'inscrire dans le cycle et éventuellement de revenir, quand ils le peuvent, terminer en France. Après, il y a des différences culturelles, des colorations selon les pays qui sont plus artistiques, plus techniques, qu'ils vont sans doute chercher dans ces écoles. Elles sont de meilleur niveau, de moins bon niveau? Qu'est-ce que vous en pensez?
Parce qu'après, ces architectes, finalement, vont pratiquer en France. Vous les acceptez lorsque un étudiant va à l'EPFL pour faire des études d'architecture, lorsqu'il revient en France, il peut des reconnaissances de diplôme à l'échelle européenne. La plupart des écoles d'architecture européennes permettent de s'inscrire et d'exercer en France. Oui. Alors, je ne vous cache pas que les étudiants français partent aussi parce que les études d'architecture sont très sélectives et souvent un peu moins à l'étranger. Ben, vous avez en partie la réponse, mais surtout, il n'y a aucun signe qui nous dit que les écoles d'architecture françaises n'ont pas d'attraction. On a le signe inverse. Donc oui, dans votre question, il y a une tendance qui ferait croire que on se pincerait le nez en allant dans une école d'architecture en France et ce serait quand même plus glamour d'aller à l'étranger. Pas un instant. Je veux dire, nous, on est entourés de jeunes gens qui nous disent « Mais attendez, regardez ce qui se passe en France, regardez ce qui se passe dans les écoles. » On en parlait. Je veux dire, il y a aussi quelque chose. Parce que là, il faut rentrer un tout petit peu dans la nature de ces écoles. La chance qu'on a en France. 20 écoles, 20 situations totalement différentes. Donc aujourd'hui, si vous décidez d'aller vers l'école de Rennes, en Bretagne, ou si vous allez à Marseille, dans l'école qui vient d'ouvrir, ou si vous allez à Lille, vous n'avez pas tout à fait la même formation, vous n'avez pas les mêmes rencontres de territoire. Et la force des écoles d'architecture françaises, c'est aujourd'hui de faire comprendre que si on veut transformer le monde, si on veut réparer le monde, il faut être avec son territoire. Il faut être avec les lieux, dans sa région, et pas dans un territoire imaginaire flottant. Yasmine, est-ce que ça vous angoisse le fait de ne pas trouver de travail est-ce que les débouchés, c'est quelque chose qui vous préoccupe ? Je pense que c'est la préoccupation de toute personne dans tout domaine, pas seulement l'architecture. Quand on arrive en fin d'études, on pense tous un petit peu à ce qu'on va faire par la suite. Je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les écoles, mais on a eu la chance de faire 3 stages quand même pendant notre cursus en 5 ans. Et je pense que ça a permis un petit peu à beaucoup de personnes d'avoir moins peur, en tout cas du monde professionnel. En tout cas, pour ma part, ça m'a vraiment permis de découvrir le monde professionnel d'un autre angle et d'avoir un petit peu moins peur des débouchés, de ce que je peux faire par la suite. Après, quand on voit un petit peu les témoignages des personnes qui sortent d'école d'architecture, certains qui ne trouvent pas de travail, forcément, ça nous fait poser des questions et on se demande si on pourra trouver du travail par la suite. Alors, qu'est-ce que votre avis sur les débouchés, en fait, après une école d'architecture? Est-ce qu'on a des chiffres? Parce que maintenant, les grandes écoles, les universités doivent fournir des chiffres. Il y a des observatoires qui donnent des chiffres qui sont très, très précis. Les chiffres sont très impressionnants, parce qu'il y a très, très peu de chômage et il y a très très peu d'étudiants inactifs à la sortie de l'école. La tendance est spectaculaire. Alors pour Versailles, je sais qu'on était, je crois, à 97% des étudiants diplômés qui dans les 6 mois travaillent ou en tout cas sont engagés dans des voies très précises post-diplôme. Donc ça, il faut imaginer... Oui, parce qu'on a l'image de l'architecte au chômage. Oui, mais écoutez, je pense que c'est un peu la même image que celui qui part à l'autre bout de la planète. Non, en fait, il y a du travail. Il y a du travail. Je pense que la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est les conditions dans lesquelles on exerce, les conditions dans lesquelles on devient salarié, ou après de très longues études, la valorisation de ces études, là, moi, je pense qu'elle n'est pas à la hauteur de ce que sont ces études, et de ce qu'apporte l'architecte au sein d'un dispositif, d'une agence ou d'une institution. Donc je pense que le sujet, il est plutôt là. C'est-à-dire que... Il y a du travail, mais ils ne sont pas payés à leur juste valeur. C'est plutôt ça. Merci. Les architectes ont souvent du mal à valoriser, là je parle des agences, à valoriser leurs prestations auprès de leurs clients. Il y a une culture de travailler énormément. Aujourd'hui, on essaie de faire comprendre aux architectes qu'ils sont des entreprises comme les autres, qu'on doit avoir des contrats, qu'on doit se faire payer pour le temps passé, pour la qualité du travail qu'on fournit, pour la qualité de ses collaborateurs, qu'il faut arrêter cette espèce de spirale infernale de penser que les architectes, eux, de toute façon, seront les derniers qui resteront à travailler quand tous les autres auront posé des crayons. C'est pas comme ça qu'on fait du travail de qualité. Et pourtant, il y a des besoins de bénéficier des apports que les architectes peuvent avoir pour la société. C'est pas trop dur, les charrettes dans les écoles d'archi Il faut arriver à casser ce mythe et à dire ça, c'est fini. Il faut que ce soit fini. Quelquefois, je pense qu'on a tendance à en parler de plus en plus et qu'il y a beaucoup de professeurs qui prennent ça en compte. Chose qui n'était peut-être pas faite auparavant, mais ça reste compliqué quand même un petit peu, selon les professeurs qu'on choisit et selon l'année d'études quand même. Donc c'est des études difficiles quand même. Qui demandent beaucoup de temps et d'investissement, c'est sûr. Il faut en être conscient quand on rejoint l'école d'architecture. C'est peut-être pas assez dit, et même à l'intérieur de l'école, les gens sont peut-être pas assez conscients que ça doit peut-être changer à certains niveaux, en tout cas en termes de quantité de travail et de temps d'investissement pour le projet d'architecture en tout cas.
Oui. Ça, c'est une prise de conscience, hein, je pense, qui est absolument générale. Que ce soit dans les administrations, que ce soit au niveau des enseignants, alors évidemment, il y aura toujours des exceptions, et que ce soit au niveau des étudiants. La santé des étudiants. La santé mentale. Et je dirais, une prise de conscience extrêmement forte a eu lieu, a lieu et se transforme. Et on a des outils. Et on a des outils précieux et des outils efficaces pour infléchir cette culture-là. Et je pense que toutes les écoles s'y engagent, chacune avec, je dirais, des ressources différentes et des élans différents. Mais globalement... Il y a une prise de conscience. Il y a une immense prise de conscience. Par contre, il faut dire quand même une chose, c'est que, quelle que soit cette prise de conscience, les études d'archi, un peu peut-être comme les études de médecine, on pourrait faire un parallèle rapide, c'est que, contrairement à d'autres études où elles demandent pour conquérir une école un effort, maths sup, maths spé, très, qu'on sait difficile, puis après, on sait quand même que... chacun cherchera son terme pour décrire ce qui se passe dans ces écoles. En tout cas, ça se relâche un peu. Là, c'est l'inverse. C'est pas le cas de l'école d'architecture. L'école d'architecture, ça reste un flux tendu. D'autant plus. Et même pendant la carrière professionnelle. Merci beaucoup de votre attention et c'était passionnant, ces études d'architecture. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle émission de Paris d'École.